Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'image du jour. La reconnaissance de ce père de famille envers ses collègues de travail. Pour pouvoir s'occuper de son fils malade, ses collègues lui ont offert leur congé. Un geste de solidarité qui existait bien avant la loi de pays adoptée hier par le Congrès. Une loi qui s'inspire de la loi Matisse, adoptée en France en 2014. Aujourd'hui, tous les Calédoniens s'en réjouissent, mais contrairement à la loi Matisse, la loi du pays ne prend pas en compte les enfants handicapés. Catherine Perrache, l'une des femmes à l'origine de cette loi, nous en reparlera. Et on verra qu'en France, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Dernière semaine pour Gilbert Théin en tant que président du Sénat coutumier. Demain aura lieu le 17e congrès du pays kanak à Ouégoua. C'est là que sera nommé le nouveau président. Dans cette édition, Gilbert Théin fait le bilan en 2020 de son mandat. Et puis la mangrove de Touault se porte bien. Elle pourrait servir de modèle. C'est le constat fait par les différents acteurs provinciaux et associations environnementales qui sont allés l'observer. Mais avant de développer ces titres, cet incendie qui s'est déclaré hier dans la tribu de Pétroglyphe à Thio, 70 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de 100 terrains de foot. Les habitants ne sont pas menacés, mais les pompiers sont toujours sur le terrain pour tenter d'éteindre les feux. On écoute le sergent Mauro Pizzolito. Ce que j'avais peur par rapport à hier, c'était justement comme on est sur du maquis, que le feu se propage par la terre. Donc il a eu des reprises 100 mètres plus loin par rapport à ce qui a été brûlé hier. Donc on fait le nécessaire pour faire l'extinction là, en ce moment même. Cette fois-ci, il est circonscrit, il est éteint. Donc on va quitter les lieux pour se rendre sur un autre point sensible, sur un autre départ de feu sur la commune de Thio toujours. Et puis voilà, ce que je peux dire pour l'instant, beaucoup de départs de feu en cette période on n'est pas encore dans la période de feu de brousse déclenchée à partir du 15 décembre. Mais ça brûle bien à Thio à l'heure actuelle. Après l'adoption de la loi hier soir sur le don de jours de congé pour un enfant malade, sachez que cela était déjà pratiqué dans certaines entreprises locales. Écoutez le témoignage de ce père de famille qui a pu s'occuper de son fils atteint d'une maladie rare grâce au congé offert par ses collègues. Diouk Menango. C'est à l'hôpital Westmead Hospital. Et ça lui a fait du bien de nous revoir encore. Là, on lui a fait une surprise. Il ne savait pas qu'il n'était pas au courant qu'on allait arriver. Isidore Taouféfénois et sa femme ont 4 enfants. Il y a presque 2 ans, la famille de Lafoy apprend que le fils cadet âgé de 10 ans est touché par une très rare maladie qui atteint son système de défense immunitaire. En moins d'1 semaine, le garçon doit être évacué sur l'Australie. Son papa l'accompagne. Le premier mois, j'ai pris mon congé et j'avais qu'un seul mois. Après, j'ai pris du congé sans solde. On est resté près de 11 mois en Australie. Après le retour, il fallait que j'ai du congé pour le ramener à Sydney pour ses contrôles. Et j'en avais pas beaucoup. Du coup, j'ai pris le peu que j'avais. Et la direction m'a convoqué à Ducos, l'espace surveillance. Et ils m'ont remis une lettre que j'ai bénéficié de 62 jours de congé. Et c'était un don de tous mes collègues de l'aéroport, de la sûreté aéroportuaire de Tontouta. Sans en informer ce papa dans le besoin, les collègues de M. Taouféfénois entreprennent une démarche solidaire. On a rencontré les salariés pour justement voir s'ils pouvaient donner des jours de congé en solidarité par rapport aux pères de famille qui étaient en souffrance par rapport à la maladie de son fils. Donc tout en sachant très bien qu'au niveau de la direction, il n'avait pas l'obligation d'autoriser ces jours de congé. Il s'avère aujourd'hui que rien jusqu'à hier n'était défini dans ce cadre-là au niveau réglementaire. Et à partir du moment où rien n'était défini ou rien ne précisait un cadre quelconque,
je n'ai eu aucune ambiguïté par rapport à l'aide qui pouvait être apportée et la démarche à mettre en place pour l'aider dans ce sens. Ma collègue avait vu que j'avais pas beaucoup de congés et elle a fait de son côté à elle. Et je tiens à remercier tous mes collègues de l'aéroport. Grâce à cette démarche, jusqu'hier non légiférée, M. Taoufé-Fénois peut encore aujourd'hui accompagner son fils lors de ses contrôles en Australie ou bien rester auprès des autres frères et sœurs lorsque c'est la maman qui l'accompagne. Je vous le disais, l'adoption de cette loi a été unanimement saluée par l'ensemble des élus du Congrès. Le Conseil économique et social qui en était à l'initiative s'en félicite, mais ils expriment aujourd'hui un regret. On écoute Catherine Perrache du Conseil économique et social. Ce qu'on regrette un petit peu, c'est que cette loi elle est issue de la loi Matisse, qui est un texte métropolitain, qui était en destination des enfants malades, mais aussi des enfants en situation de handicap, qui ne sont pas notifiés aujourd'hui dans le texte qui vient d'être adopté au Congrès. Donc voilà, on déplore que les enfants en situation de handicap ne soient pas pris en compte. On avait vraiment notifié la mention à garder au niveau du handicap parce que je pense que les élus ne prennent pas suffisamment en compte les difficultés des familles, la souffrance et souvent la perte d'emploi que ça impacte, hein, souvent au niveau des femmes d'ailleurs, qui sont obligées de rester auprès de leurs enfants. Et notamment en cas de handicap lourd. Donc il faut bien voir que ça n'impactait quand même pas beaucoup de familles, mais toutes celles qui sont au niveau du handicap lourd, c'est très difficile pour eux. Il y a des gens qui ne peuvent plus continuer à maintenir leur emploi pour rester auprès de leurs enfants. Voilà des propos recueillis par Diop Benango. Et la presse internationale vient elle aussi nuancer l'angélisme sur cette nouvelle loi. En France, après l'adoption de la loi Matisse en 2014, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Un an après son entrée en vigueur, l'Express Emploi rapportait que seuls 40 accords d'entreprise avaient été signés, la plupart ayant été conclus avant la promulgation de la loi. Et on constate aussi que cette loi n'est appliquée que dans les grandes entreprises. Sur les 65 accords d'entreprise, aujourd'hui recensés, aucun n'a été conclu au sein d'une PME de moins de 50 salariés. Voilà qui clôt notre dossier sur cette loi. Retour au pays avec le 17e congrès du pays kanak. Il se tiendra à partir de demain à Ouégoua, un événement annuel du Sénat où les autorités coutumières des 8 terres se réunissent. À cette occasion, la présidence et les commissions sont renouvelées. Comment sont nommés les sénateurs? Quel rôle joue le Sénat coutumier? Milkatoua. Implanté sur nos villes depuis le 5 septembre 2015, le Sénat a été créé par l'accord de Nouméa en 1998. Organe consultatif, il se présente comme étant le porte-parole de la coutume, gardien et défenseur des valeurs de la culture kanak. Il est obligatoirement consulté par le Congrès lorsque sont prises des décisions qui concernent la société kanak, comme les signes identitaires, le statut civil coutumier, le régime des terres coutumières et les modalités d'élection au Sénat et au Conseil coutumier. Il détient le pouvoir de contre-proposition, mais le dernier mot est dans tous les cas réservé au Congrès. C'est au sein de 25 instances et établissements publics que le Sénat est représenté. Il peut aussi donner son avis sur les projets du gouvernement, du Congrès, des assemblées de province ou du haut-commissaire. Les 16 sénateurs, autrement dit 2 pour chacune des 8 terres coutumières, sont désignés par leur conseil coutumier pour une durée de 5 ans. Le président et son bureau sont nommés par consensus par les membres du Sénat pour une durée de 1 an. Je vous le disais, Gilbert Théin, président du Sénat coutumier, passera officiellement le flambeau samedi à Joanny Chaouri de l'ère IAI, une cérémonie qui clôt une année de mandature. Il fait son bilan au micro de Lindsay Wamo. Bonjour Monsieur Théin, vous êtes donc le président du Sénat coutumier depuis le 4 septembre 2015. Là, votre mandat va prendre fin d'ici jeudi 25 août. Alors, quel est votre bilan? On a bien travaillé. On a travaillé depuis le mois de février jusque-là. Les représentations à l'extérieur, sur le point de vue de la la communication, les représentants, les participations dans les conseils d'administration, au CES. C'est bien, on a
On a été représenté l'institution et le pays kanak à l'extérieur, en France, au Vanuatu, aux îles Cook. C'était un bilan positif. Mais voilà, je m'interroge par exemple sur le poids du Sénat coutumier. Est-ce que vous êtes entendu par vos partenaires dans l'exercice de vos fonctions? Oui, on se respecte avec les autres partenaires et on se respecte dans les règles de l'art. Parce que il y a des protocoles entre nous. La bonne volonté, elle est là. Mais ce qui nous divise, c'est les méthodes d'approche. C'est une histoire de méthode. Parce que ici, si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est dès que l'on propose des chemins qui sortent des sentiers battus, ah non, plus personne ne nous suit. Nous proposons à chaque fois quelque chose, des toutes petites choses, mais à chaque fois, on a l'impression qu'on n'est pas suivi, on n'est pas compris, parce que on est habitué. Dans un pays, c'est ceux qui doivent prendre les décisions, c'est la politique. Ça va de soi. L'histoire du haka, un concours de grimper de cocotiers et une bestiole des mers qui fait fureur sur la toile, c'est dans le web du Pacifique, préparé par Stéphanie Marlier. En Nouvelle-Zélande, les internautes redécouvrent sur les réseaux sociaux l'évolution du haka. De 1946 à 1973, les All Blacks étaient chétifs et leur haka ressemblait à un spectacle de majorette. Et aujourd'hui, les All Blacks ont remis au goût du jour l'aspect guerrier initial du haka. Allez, tous avec moi. Kamate, kamate. Direction Tahiti avec le premier championnat du monde de grimper de cocotiers qui aura lieu en juillet 2017 durant le Heiva. Cette pratique est très répandue dans le Pacifique. Pour l'instant, 7 pays y participent comme Fidji, les Samoa ou encore le Vanuatu. On attend que la Nouvelle-Calédonie soit représentée. Cédric Tia fait déjà partie des favoris. Non, il ne s'agit pas du dernier Pokémon aquatique à capturer dans sa Pokéball. Mais bel et bien d'un animal réel de la famille des seiches qui vit dans les fonds marins de l'océan Pacifique. Celle-ci est devenue une vraie star depuis plusieurs jours sur la toile et a touché le cœur de millions d'internautes. Alors on retrouve Stéphanie Marlier, très en forme ce soir. On termine ce journal avec la mangrove de Tiponite à Touo. Une exploration a été organisée pour prendre le pouls de cette mangrove. Comité de gestion de la zone côtière nord-est, association environnementale et intègre, initiative des territoires pour la gestion régionale de l'environnement, se sont réunis. Aurélie Chiron s'y faufilée parmi eux. C'est un sujet sans commentaire. C'est vraiment pour partager ce que vous connaissez de la mangrove, pour qu'on puisse ensemble mieux la protéger. Ici à Touo, elle est quand même relativement mieux préservée par exemple qu'à Nouméa, mais il y a quand même toujours une vigilance à avoir. Donc vous verrez, il y a Bernard Suprin, Jackie Mermou, Steven Yebémois, donc qui sont là aussi en tant qu'experts mangrove. Botanistes, militants écologistes aussi, donc ils connaissent beaucoup de choses sur la mangrove. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la journée. La taille des mangroves dépend de la salinité de l'eau. Parce que ça sélectionne les espèces. Ça, c'est le Célala. C'est un hybride. C'est le croisement du stylosa et du savoensis. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, c'est vraiment sain, c'est un milieu qui est équilibré. Bravo Marie-France et tous les gens qui habitent
Vous êtes vraiment les gardiens de la mangrove et continuez comme ça. Dans les tribus, on a des habitations qui jettent aussi par leur assainissement individuel, qui rejettent directement dans la mangrove. Est-ce qu'il y a aussi un impact? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas d'impact. Voilà. C'est le grand nombre d'habitants qui risque de provoquer un impact. Parce que là, la mangrove, je ne devrais peut-être pas en parler, mais elle a quand même un grand pouvoir de résilience. C'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber pas mal de pollution avant qu'elle commence à tourner de l'œil. Donc ça c'est la deuxième fois de celui qu'on a été au pont cassé. Deuxième fois, ils ont enlevé pour faire ce grand pont. Ce qui nous a beaucoup inquiété au départ, ce n'est pas le fait de faire le pont, le passage du pont, mais c'est les travaux aux alentours, parce qu'il y a eu des cailloux de l'ancien enrochement qui ont été abandonnés dans le lit de la rivière. Au moment de l'enlèvement de ces rochers, il y a eu de l'impact important négatif dans la mangrove. Espacez vos plantes. Comme ça, si vous pouvez replanter jusqu'en haut, vous allez... Il faut que Pandimé plante sa mangrove aussi. Mais j'ai décidé de planter chez moi. Maintenant, je vous remercie pour cette journée aussi. Puis on va se retrouver peut-être à Ouagap, si vous voulez bien. Merci. Olé. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Chloé Yentao qui jouera avec le feu. Et puis retrouvez également la météo de ces 3 prochains jours. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.